Les clés de la ville, parlons territoire, avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Toujours accompagné, bien sûr, d'Olivier Marin. Ça va toujours, Olivier? Très bien. Alors, on va parler d'un sujet important avec vous, Jean-Pierre Niaud, qu'on accueille sur le plateau, directeur général d'Alceane. Bonjour, Jean-Pierre. Merci d'accueillir Alceane. Et vous avez un rôle majeur. J'aimerais juste quelques mots. Tout à l'heure, on disait que François Ier avait créé la ville du Havre. Le Havre a aussi créé le logement social. Oui. Historiquement. On ne le dit pas assez, mais c'est bien de faire un peu d'histoire. C'est vrai que j'ai envie de reprendre la formule qu'a rappelée Jean-Baptiste Gastine. C'est ici au Havre que tout a commencé. André Malraux. C'est le maire du Havre. Le maire du Havre, ministre. Antoine Ruffnac. Jules Siegfried. Oui, oui, Jules Siegfried, en 1894, Absolument. qui porta une loi très importante, qui donna le top départ au logement social. À l'époque, c'était pour créer des sociétés d'habitation bon marché. Alors, seules les entreprises et les philanthropes investissaient en ce domaine. Et puis, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que les communes, notamment, puissent se doter d'outils. Et c'est à ce moment-là qu'Alceane est né, en 1914. Donc oui, tout est parti pour le cadre législatif du Havre. Et c'est vrai que peu de gens le savent. Vous le savez, vous, Jean-Baptiste? Ah oui. Oui. En plus, il y a eu un colloque en 2022, Oui. à l'occasion du centenaire de la mort de Jules Siegfried. Un grand colloque universitaire où on a rappelé toute cette histoire qui est assez méconnue quand même. Et donc, il faut qu'on ait un travail de valorisation de nos grands hommes au Havre. Vous savez, souvent, on parle de logement social, on nous donnait de dire, oui, il est né à Guise. Vous savez, Guise avec les grands banquiers protestants, vous savez, les Autun, etc., qui avaient créé ces grandes maisons. Mais en fait, non, c'est le Havre, effectivement, qui prédomine. Alors, on peut le rapprocher des grands protestants, puisque ce sont les négociants qui, effectivement, très présents sur le Havre, qui ont été aussi à l'origine. Et on le sait pas naturellement. d'ailleurs assez, que ce sont, effectivement, on appelait ça les HSP, la haute société protestante, qui est à l'origine de la création de ce qu'on a appelé, de ce qui va s'appeler plus tard le logement social. Alors, je parle de Jules Siegfried, mais les grands hommes politiques et maintenant les grandes femmes politiques ont beaucoup joué en faveur du logement social. Je pourrais citer un autre maire, ministre, Pierre Courant. Pierre Courant, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Il est à l'origine d'un plan qui s'appelle le plan Courant. Et ce plan Courant, donc, s'appuyait sur la construction d'1 million de logements sur 5-6 ans. Nous sommes juste au moment de l'appel de l'abbé Pierre, 1954. Et c'est aussi Pierre Courant, par la loi qu'il a pu porter, que fut créé le 1% logement, ce fameux prélèvement qui permet au logement social de se développer. Et je pourrais continuer, parce que le Havre est à la source... Absolument, et qui est nourri d'ailleurs, c'est important ce que vous dites, je suis très heureux que vous soyez là, vraiment, parce qu'on ne le dit pas assez, et d'ailleurs, ce qui nourrit actuellement l'activité du logement social à travers ce qu'on appelait le 1%, c'est la fameuse PEC, la participation à l'effort de construction, qui est soumise aux entreprises de plus de 50 salariés aujourd'hui, et qui quand même donne accès justement à beaucoup au logement social. On va parler maintenant du logement social. Alors, il y a une chose que vous m'avez dite qui m'a beaucoup interpellé. Vous m'avez dit, quand on a préparé votre intervention, j'aimerais dire quelque chose sur la perception du logement social. Vous vous rappelez, on a parlé de ça, la perception. Pourquoi vous avez insisté sur ça? Ça m'a beaucoup interpellé, je trouve que vous avez vraiment raison dans l'analyse. Je pense que le logement social souffre d'un manque d'incarnation. Tout le monde connaît le sigle fédérateur HLM, habitation à loyer modéré, mais peu de personnes savent qu'en fait, cette corporation regroupe plusieurs familles, les entreprises sociales de l'habitat, les coopératives de l'habitat et naturellement les offices publics de l'habitat. Mais somme toute, le secteur du logement social est quelque peu invisible comme les locataires du logement social. Pourquoi ? Parce qu'on met en avant surtout l'habitation et non pas les habitants. Habitation à loyer modéré. Et lorsqu'on pose à la profession qui vous logez, et c'est là toute l'ambiguïté, la profession a tendance à dire nous logeons la mixité sociale. Mais lorsque vous vous adressez à un locataire, qui êtes-vous ?
il ne va pas vous répondre « je suis la mixité sociale ». La mixité sociale, c'est une abstraction, c'est un concept, donc il ne se reconnaît pas. Mais bien sûr, absolument. Et alors, la profession, naturellement, a sa part de responsabilité, parce que la profession a peur qu'on enferme son rôle. Jean-Pierre, est-ce qu'on ne devrait pas parler de logement tout court ? Parce que, moi, une chose qui m'a interpellé, mais vraiment, et j'aimerais avoir votre analyse d'homme politique. Est-ce que le fait d'ajouter, justement, le mot « social » au logement ne stigmatise-t-elle pas, finalement, une population, justement, dans ce niveau de perception ? Jean-Baptiste Gastine. Ah si, forcément. Genre, c'est pauvre, quoi. Vous voyez, on va être très clair. HLM, on met les pauvres dans les HLM et on met les classes moyennes. Alors qu'en réalité, il y a une grande diversité de situations. Très juste. Comme l'a rappelé Jean-Pierre Niaud. Donc, non. Bien sûr qu'il y a un problème d'incarnation, de perception et d'amalgame d'un tout, alors que en fait, les situations sont très diverses entre. Est-ce que les élus ont une responsabilité, Jean-Pierre et vous, Jean-Baptiste Gastine, justement sur cette incarnation ? À votre avis, qui doit porter l'incarnation de ce mouvement ? Parce que c'est un mouvement, au départ, le logement social. Alors, la grande difficulté pour les politiques de porter le logement social, c'est que nous sommes pénalisés par l'image. Justement, je parlais du plan courant, c'est vrai qu'il a fallu construire beaucoup, rapidement, dans les années 50, 60, et c'est vrai que des bars et des tours ne sont pas forcément une image ou une belle image qu'on souhaiterait porter. Or, le logement social, depuis 25 ans, 30 ans, a complètement changé. Je vous mets au défi, en circulant dans la ville, de me dire si cet appartement, si cette résidence relève du logement privé ou relève du logement social, du logement abordable. Je raconte souvent cette fausse anecdote. Il y a 50 ans, si on vous invitait à l'inauguration d'une résidence HLM, et si vous perdiez votre invitation, vous êtes dans la ville, rapidement, vous auriez trouvé le lieu. Voilà, c'était une barre, c'était une tour. Aujourd'hui, si vous perdez votre carton d'invitation, première réaction, c'est de dire « ça va être compliqué ». Non. En fait, les plus beaux logements, aujourd'hui, ce sont les logements sociaux. Et vous allez de nouveau trouver aisément le lieu où se déroule l'inauguration. Alors, comment se porte-t-il le logement social au Havre ? Quels sont les volumes ? Il y a combien de logements sociaux aujourd'hui que vous logez, que vous gérez aujourd'hui ? Alors, le logement social se porte bien au Havre. Nous sommes à plus de 30% de logements sociaux. Il y a donc vous êtes dans les clous au niveau... oui. Plus que ça. On est même largement au-dessus. Oui, nous sommes au-dessus. Et c'est vrai que nous logeons, et on l'a découvert à l'occasion de la pandémie, les travailleurs essentiels. Et nous jouons un rôle important. Vous évoquiez l'évolution de la population sur le Havre. Je pense qu'il y a eu une évolution des besoins liés à l'évolution des métiers. Le port, il y a 50 ans ou un siècle, regorgeait de personnel, de travailleurs, d'ouvriers. Aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de femmes et d'hommes disposant de formations élevées et donc apportant une valeur ajoutée beaucoup plus forte, mais un nombre moindre d'acteurs pour créer de la richesse. Donc nous sommes là, effectivement, pour loger celles et ceux qui ne peuvent pas ou plus difficilement le faire sur le marché libre, faute de revenus suffisants, mais ces personnes disposent de revenus du travail pour la plupart, et on note une inflexion depuis déjà 4-5 ans, et c'est tant mieux. On loge de moins en moins de familles qui vivent de la solidarité nationale et de plus en plus de personnes qui vivent du travail et qui perçoivent un salaire. Donc c'est un bon signe, parce que notre mission, c'est de loger près de 60 à 70% des ménages potentiellement. C'est vrai que c'est très large, bien sûr. Mais on loge à la fois des personnes qui sont exclus, que l'on doit accompagner, mis en évidence notamment par le rapport du mal logement de la Fondation Abbé Pierre, mais aussi beaucoup et énormément et de plus en plus d'inclus, mais qui disposent de revenus modestes et qui ne pourraient pas... Alors, ils peuvent trouver un logement sur le marché libre, mais c'est vrai que le reste à vivre est amputé. Donc, en venant chez nous, ça leur permet d'avoir un pouvoir d'achat plus élevé et plus important. D'ailleurs, comme vous le savez, Jean-Baptiste Gastine, plus de 60% des locataires du parc locatif privé
pourraient être éligibles au logement social. Heureusement qu'on a les millions de propriétaires qui louent leurs biens, bien évidemment. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de la RLS, puisque effectivement on a un sujet quand même autour qui est très important et qui est un vrai sujet porté par le politique, effectivement. Je voudrais qu'on parle de la réhabilitation du parc existant et des enjeux de rénovation énergétique qu'on abordera dans le détail avec la séquence de nos amis d'Elio et d'état de la demande. Moi, je voudrais vous dire deux choses. C'est où est-ce que vous en êtes? Parce que vous avez été souvent précurseur en matière de travaux de rénovation. Et souvent, d'ailleurs, c'est un paradoxe, quand on compare à l'industrie, entre guillemets, privée, voilà, vous avez été très précurseur, chez Action Logement notamment, par exemple, mais aussi dans les offices HLM et autres. Et enfin, l'état de la demande. Est-ce que quand on donne son dossier à Alcéane, sous quel délai, raisonnablement, d'attente, on peut espérer avoir un logement? Je vous donne juste un chiffre. Pour Paris, c'est 12 ans. Venez au Havre. Voilà. Venez au Havre, c'est une ville magnifique. Je suis à Paris, Orsin. Bordeaux, Lyon, c'est dramatique. On ne peut pas. C'est très dur. En quelques mois, vous obtenez aisément un logement abordable et un bon logement. J'aime à dire, tous les ans, fin janvier, nous sommes début février, sort le rapport du mal logement. On en parle beaucoup. De la Fondation Abbé Pierre. De la Fondation Abbé Alors, c'est Pierre. le 28e rapport qui a été publié et ce rapport-là est dramatique. Dramatique. On a presque un doublement du nombre de personnes SDF. 330 000 personnes au bord de la rupture, 4 millions de personnes mal logées et c'est 12 millions de foyers en précarité liés au logement. C'est juste incroyable. Hein. Mais en septembre, tous les ans, sort un rapport sur le bien logement, le logement social. On en parle peu. Très juste. La demande, elle est là, elle est de plus en plus exigeante et c'est bien. Vous l'avez dit, le logement social a été précurseur, l'est toujours. Lors de notre échange, vous m'avez fait part, le logement social construit de moins en moins, il achète de plus en plus de biens. Oui. C'est oui. vrai, Oui. c'est vrai. Mais ce que vous n'avez Aujourd'hui, pas vous vu, achetez en bloc chez Nexity. absolument. Chez d'autres, heureusement d'ailleurs. Mais c'est avec grand plaisir. Et entre ce que nous achetons aujourd'hui et ce que mes confrères, que nous faisions peu il y a 20 ans, 25 ans, il y a eu une grande évolution. Les acteurs de la construction, comme notre partenaire Nexity, ont bien compris que s'ils voulaient vendre à des bailleurs sociaux, il fallait relever la qualité des biens proposés, parce que nous gérons ces biens, non pas 5 ans, 10 ans, mais 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et je peux vous garantir que lorsque nous achetons, notamment à Nexity, nous achetons des biens de qualité et qui sont proches, voire similaires à ce que nous faisons nous-mêmes en direct, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans ou 30 ans. Donc le marché a évolué et les différents acteurs ont évolué pour justement proposer des logements de qualité. Vous avez raison de le dire. Pour conclure votre intervention, je voudrais vous interpeller, vous, les politiques, les élus locaux. Concrètement, pour vous, le logement social, cette partie-là qui est nécessaire, vous êtes d'accord, à l'équilibre de la population, c'est évidemment les élus locaux qui doivent porter ce projet. Oui, bien sûr, mais toujours. Je pense qu'il y a Alcéane- des tentations, vous savez, actuellement, parfois, de vous Ah non, non, enlever les peut-être enjeux parfois. sont tels Ouais. que c'est normal que ce soit des élus locaux qui Non, mais il y a portent des- ces sujets-là. Je vais pas réaborder le sujet de la RLS, mais qui est quand même assez douloureux pour les bailleurs sociaux, mais on peut aussi parler des ponctions sur les fonds d'action logement, voilà, sur des sujets sur lesquels faut-il avoir une action politique déterminée pour laisser les moyens au logement social de perdurer dans son mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais bien sûr que c'est un enjeu majeur. Et c'est toujours un élu de la ville du Havre, de la majorité municipale, qui a présidé Alcéane, en tout cas depuis que moi je suis impliqué dans la politique havraise. Et c'est bien que ce soit comme ça. Les enjeux sont considérables, sont des enjeux sociaux de, vous voyez, énormément de familles havraises. Ici, on a un parc très ancien, historique, 30 à 33% du logement sur la ville du Havre. Dans certains quartiers, on doit être au-dessus de 50% de logements sociaux. Et les enjeux passés et présents sont très importants. Les enjeux à venir le sont peut-être encore plus avec l'entretien du parc, la rénovation du parc, la rénovation énergétique du parc. Ici, on a à la fois un enjeu à rénover de manière énergétique le parc d'Alcéane, mais aussi à alimenter les logements par de l'énergie pas chère.
Je le dis, permettez-moi de présenter ça pendant 30 secondes. Non, mais c'est hyper important. Ouais, C'est On hyper a commencé en disant qu'on était une ville industrielle. On va, d'ici peut-être 3 ans, alimenter avec de la chaleur de récupération de la zone industrielle 1 logement sur 3 au Havre. énorme. Énorme. C'est probablement, ce pourcentage est probablement unique en France, rare probablement dans le monde. 1/3 des logements havrais va être alimenté par de la chaleur de récupération prise sur la zone industrielle. Quand ce sera opérant? Mais alors, on en a déjà. Simplement, c'est plutôt aujourd'hui de l'alimentation gaz, et on est en train de connecter une centrale thermique en construction, Total, la plus grande raffinerie de France. On va récupérer la chaleur que Total envoie dans l'air aujourd'hui pour alimenter 12 000 logements supplémentaires. À terme, c'est 1 logement sur 3. Et quand je dis 1 logement sur 3, évidemment, on ne va pas raccorder les pavillons, on va raccorder des collectifs. Et parmi les collectifs raccordés, il y a évidemment beaucoup d'immeubles appartenant aux entreprises de logement social. 60%, Merci. 60% des logements sociaux seront raccordés à ce réseau de chaleur. Et c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, les charges locatives, qui étaient hier accessoires, deviennent essentielles. Et c'est pour cela que la notion d'habitation à loyer modéré, je préfère habitation bon marché parce que ça couvre l'ensemble, Ouais. à la fois le loyer et les charges locatives. Et ce qui est exceptionnel, c'est que ce n'est pas seulement de l'énergie verte de récupération, c'est de l'énergie pas chère. Et c'est un mouvement continu, c'est pas un courant alternatif. Bon, c'est un peu du haut. Merci Jean-Pierre Niaud. Merci à vous. Voilà, applaudissements pour Jean-Pierre Niaud, directeur général d'Alcéram. Et nous allons conclure la dernière séquence très importante, restez avec nous bien évidemment, pour parler de ce sujet, bien mieux, c'est-à-dire parler de rénovation énergétique avec nos amis d'Elio. C'est tout de suite après ça.